Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du nouveau programme. Alors aujourd'hui, c'est en plein cœur de la cité universitaire de Sao Paulo que je vous emmène. Derrière moi, la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'université de Sao Paulo, monument incontournable de l'architecture brésilienne. Sao Paulo est la capitale de l'État du même nom, située dans la région sud-est du Brésil, la plus peuplée et développée du pays. Son histoire commence en 1554, lorsqu'une douzaine de pères jésuites franchissent les montagnes du littoral pour fonder le collège de Saint-Paul, São Paulo en portugais. Élevé au rang de ville en 1711, Sao Paulo prend peu à peu de l'importance jusqu'à ce qu'il soit proclamé l'indépendance du pays en 1822. 5 ans plus tard, la création de la première faculté de droit du Brésil la transforme en ville étudiante. Mais c'est la culture du café qui, pendant tout le XIXe siècle, fera la prospérité de l'État de Sao Paulo. En 1867, la construction d'une ligne de chemin de fer pour son acheminement vers le port de Santos sera le point de départ de l'explosion démographique de la ville, dont la population est multipliée par 8 en l'espace de 30 ans. Elle devient bientôt la ville qui grandit le plus vite au monde, dépassant le million d'habitants dans les années 30, les 4 millions dans les années 60, 10 millions dans les années 90. Elle compte aujourd'hui plus de 12 millions d'habitants, au sein d'une région métropolitaine de 22 millions de personnes. Sao Paulo est désormais une métropole verticale, plus grande agglomération de l'hémisphère sud. L'université de Sao Paulo naît en 1934 de la fusion des différentes facultés de la ville. Très vite, la volonté de les regrouper dans une cité universitaire apparaît et c'est un terrain alors en marge de la ville, dans le quartier du Butantã, qui est choisi. Butantã est un district d'environ 55 000 habitants, situé dans la sous-préfecture éponyme, à une dizaine de kilomètres à l'ouest du centre-ville. Dans les années 30, le quartier n'est qu'une vaste ferme où est installé, depuis 1901, l'Institut Butantã, centre de production d'antidotes et de vaccins. Il va ensuite connaître des transformations radicales avec la rectification de la rivière Pinheiros et la construction, dès 1944, de la cité universitaire. Ce n'est cependant qu'à la fin des années 60 qu'on y verra apparaître un grand nombre de facultés, dont l'école d'architecture. Fondée en 1948, la faculté d'architecture et d'urbanisme s'installe d'abord dans une ancienne demeure aristocratique au cœur de la ville, la Vila Penteado. L'un de ses fondateurs n'est nul autre que Villanova Artigas, l'architecte qui dessinera bientôt la FAO de la cité universitaire. João Batista Villanova Artigas, de son nom complet, naît le 23 juin 1915 à Curitiba, capitale de l'État du Paraná, dans le sud du Brésil. En 1933, il part étudier l'architecture à l'école polytechnique de Sao Paulo, alors spécialisation du cursus d'ingénieur. Passionné de dessin, il fréquente dès 1936 le cours de modèle vivant de l'École des Beaux-Arts, avant d'obtenir son diplôme d'ingénieur architecte en 1937. Il monte alors une entreprise de construction avec Duilio Maroni, duquel il se sépare en 1944 pour fonder sa propre agence. Ces projets deviendront de véritables références de l'architecture pauliste, comme entre autres l'édificio Louveira, livré en 1946, ou encore le stade du Morumbi, inauguré en 1970. De tous, l'école d'architecture, réalisée en collaboration avec Carlos Castaldi, sera de loin son œuvre la plus importante. La carrière d'Artigas s'illustre notamment par une intense activité d'enseignant. Il devient en effet professeur d'urbanisme à l'école polytechnique dès 1940, puis à la FAO dès sa fondation. Figure clé de l'école, il est désigné à la fin des années 50 pour dessiner les nouveaux locaux de la faculté, projet qu'il élabore entre 1960 et 1961. À la même époque, il dirige une refonte complète de l'enseignement de l'architecture. Agora, o fundamental disso é a inserção da história das ciências sociais, coisa que não havia no curso de engenharia, e principalmente dar um destaque para a atividade de ateliê, onde os estudantes desenvolviam seus trabalhos de projeto, como atividade central do processo de aprendizado, né? O ateliê, junto com as salas de aula, constitui o corpo identitário, vamos dizer assim, do edifício. Então, o que ele faz? Ele coloca esse corpo identitário
como elemento flutuando no meio do campus, né? Que é essa, como se fosse essa pedra flutuante com destaque dentro do contexto da cidade universitária. Prête à être construite dès 1962, il faudra attendre 1965 pour que débute le coulage des fondations. Entre-temps, le coup d'État de 1964 et l'avènement d'une dictature militaire obligent Artigas, qui militait au Parti communiste, à fuir le pays. À son retour, 1 an et demi plus tard, l'architecte ne reconnaît plus rien de l'école qu'il avait laissée, désormais dirigée par Pedro Cruz, affilié au régime militaire. Pourtant, celui-ci avait fait en sorte d'accélérer la relocalisation vers le campus, voulant mettre fin, je cite, à l'anarchie et l'insubordination régnant dans la faculté. C'est ainsi que, sur la base de plans modifiés, le chantier de la FAO va réellement démarrer début 1967. Artigas, lui, ne pourra reprendre le contrôle des travaux qu'après l'éviction de Pedro Cruz, alors qu'aura déjà été coulée la structure en béton armé. En 1969, la FAO fait sa première rentrée sur le campus. La faculté se trouve en plein cœur de la cité universitaire, dans un secteur projeté à l'origine comme le couloir des sciences humaines. Imaginé par Artigas lui-même, le Corredor das Humanas était un projet qui avait pour ambition d'intégrer les 6 facultés qui s'y succéderaient dans un ensemble urbain cohérent. Des bâtiments très ouverts contenant chacun de grands espaces collectifs, autant d'agoras reliées entre elles par une rue piétonne. Trop libertaires, seuls 2 de ces projets survivront au coup d'État militaire, dont l'école d'architecture. Insérée entre l'Avenida Professor Luciano Gualberto au nord et la Rua do Lago au sud, elle est accompagnée depuis 1997 d'une annexe dessinée par Giancarlo Casperini. Semi-enterrée, la FAO est implantée sur un talus 4 mètres au-dessus de l'avenue, son entrée se faisant de l'autre côté via une esplanade partagée entre piétons et automobilistes. Artigas dessine une séquence d'entrée qui fait explicitement référence à celle de la Villa Penteado, répétant son palier d'entrée rehaussé de 4 marches et faisant face à un plan d'eau, le Laguinho. Il permet ainsi à la tradition du bain d'accueil des premières années de se perpétuer dans le nouveau bâtiment. Spécificité quasi unique, la FAO est un bâtiment sans porte où se confondent l'extérieur et l'intérieur. La plateforme d'entrée mène vers une rampe colossale, circulation magnifiée de l'école d'architecture, donnant accès aux 8 demi-niveaux sur lesquels elle se déploie. On y trouve d'abord un auditorium en sous-sol, puis, semi-enterré, les différents ateliers manuels, aujourd'hui déplacés dans l'annexe et où prennent place bureaux et laboratoires. Viennent ensuite le niveau de l'entrée, un étage appelé le musée, sur lequel nous reviendrons plus tard, la bibliothèque, puis les départements de l'école et leur atelier interdépartemental. Enfin, au sommet du bâtiment, les studios et les salles de classe. Tous reliés par la rampe, ces espaces s'organisent autour d'un énorme vide central, le Salão Caramelo. Cet atrium au cœur de l'école tient son nom de la couleur jaune caramel du revêtement en époxy qui recouvre 90% de la surface de la FAO. Le reste est pavé d'une mosaïque de grès et de basalte, la chaussée portugaise. Traditionnellement utilisé sur les trottoirs et les places, ce revêtement permet de créer un seuil entre l'intérieur et l'extérieur, ainsi que de qualifier le foyer face à l'auditorium, dont l'usage va au-delà de l'école, comme véritable place urbaine. Les rampes, quant à elles, sont recouvertes de carreaux de caoutchouc. Enfin, les caissons des planchers sont masqués par une fine couche de béton, leur donnant l'aspect de véritables monolithes. Mais attardons-nous un peu plus sur le Salão Caramel. Tous les espaces de l'école convergent vers cet atrium de 13 mètres de haut, comme autant de bâtiments à l'intérieur du bâtiment, ce que l'on voit clairement avec la façade vitrée de la bibliothèque. Centre de gravité de la FAO, il est le lieu de manifestations culturelles, de cours, d'expositions, et dont la rampe est une véritable tribune. Depuis l'entrée, le premier étage auquel elle donne accès est le niveau du musée. Mais il n'est pas un lieu d'exposition. On y trouve le restaurant de l'école, tout comme une reprographie, une boutique de matériel, un local associatif et même une librairie. En somme, une véritable rue à l'intérieur de la FAO. On y trouve aussi un endroit assez spécial, l'escargot, dans lequel on ne sait jamais vraiment ce que l'on va rencontrer. Ce niveau est enfin largement ouvert sur l'extérieur par le biais d'une façade entièrement vitrée.
Conçues par l'architecte, les fenêtres de la FAO sont divisées en 3 sections horizontales, la première faisant office de garde-corps, les 2 autres pivotant autour d'un axe central permettant 2 positions d'ouverture. Fixées directement sur le béton, elles s'étendent du sol au plafond, l'absence de montant horizontal permettant, lorsque les fenêtres sont ouvertes, d'effacer littéralement la limite entre l'intérieur et l'extérieur. Vila Nova Artigas réserve les derniers niveaux de l'édifice aux fonctions qu'il identifie comme primordiales d'une école d'architecture, salle de cours et studios. Au nombre de 5, 1 par année d'études, les studios sont conçus pour accueillir 90 étudiants chacun, sur une surface de près de 3000 m². Et ici non plus, aucune porte n'entrave la libre circulation des étudiants. Disposant d'une hauteur sous plafond de 5,5 m, ils ne sont délimités que par des parois d'1,90 m de haut, cloisonnant les espaces de manière totalement perméable. Les murs des studios, au-delà de servir à l'affichage des travaux, sont autant de supports d'expression pour les étudiants, démonstrations indélébiles de leur appropriation de l'école. Porra, estudar na FAO. Para mim, estudar na FAO é fantástico, assim, um lugar que me permite, assim, muita liberdade para fazer as coisas que eu quero, mudar o espaço do jeito que eu quero que ele fique. O próprio prédio ensina para nós coisas e eu não conheço nenhum outro lugar onde o prédio permite tanta liberdade, assim, e permite com que a gente crie o próprio espaço da nossa faculdade. Eu acho muito especial isso na FAO. N'ayant aucune fenêtre, les studios et les salles de classe sont tout de même, vous l'aurez remarqué, baignés de lumière par la toiture exceptionnelle du bâtiment. Percée de 960 modules recouverts de dômes en fibre de verre, la structure de la toiture forme une dalle continue qui repose sur les 2 rangées de 9 poteaux traversant toute la hauteur du bâtiment, mais aussi sur les 4 pignons du volume principal. Et oui, les grands murs aveugles de la FAO ne sont rien d'autre que des poutres colossales, soutenues à leur tour par 14 colonnes à l'extérieur du bâtiment. Celles-ci sont une véritable ode à la phrase d'Auguste Perret qu'Artigas Phoracienne « L'architecture, c'est l'art de faire chanter le point d'appui ». Allégorie d'une colonne sans fût voulant devenir un mur, et d'un mur voulant être une colonne. Il édifie enfin derrière ces colonnades un remarquable péristyle, référence antique d'un temple du modernisme. Le jour de son inauguration, Vila Nova Artigas, comme d'autres professeurs clés de la FAO, sera littéralement chassé de l'école. Même Oscar Niemeyer, en l'honneur de qui avait été organisée une exposition, ne pourra pas y entrer. Il ne pourra réintégrer l'école que 10 ans plus tard, en tant que simple assistant, et ne retrouvera son titre de professeur qu'en 1984. Artigas mourra l'année suivante, 2 mois avant la chute de la dictature militaire. Celui à qui l'Union internationale décernera les prix Jean Tchoumi et Auguste Perret laissera derrière lui un vaste héritage classé qui marquera des générations d'architectes jusqu'à nos jours. Le voilà, vous savez. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode un peu spécial du nouveau programme. Vous l'aurez remarqué, contexte oblige, nous avons dû filmer un bâtiment privé de ses usagers, rendant impossible de vous faire partager aussi bien que nous l'aurions voulu l'ambiance exceptionnelle de cette école. Nous espérons tout de même qu'il vous aura plu et que nous pourrons continuer longtemps à partager avec vous notre passion pour l'architecture. Pour cela, abonnez-vous, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout, partagez la vidéo autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et désormais sur Instagram. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un prochain épisode du nouveau programme.